Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le véritable déclin va survenir avec l'intervention de l'Empire byzantin. L'empereur Justinien, qui est déterminé, lui, à restaurer l'unité de l'Empire romain, va lancer en 535 la guerre gothique pour conquérir l'Italie. Sous la direction de son général Bélisaire, l'armée byzantine envahit l'Italie et après plusieurs années de combats acharnés, le royaume ostrogoth est vaincu. On est en 553. La chute du royaume est un tournant majeur, vous le comprenez, dans l'histoire de l'Italie. Même si elle réintègre brièvement l'Empire byzantin, elle subit des décennies de guerre et de dévastation, ce qui va évidemment affaiblir considérablement son économie et sa structure sociale. Le rêve de Théodoric de préserver une Italie forte, enracinée dans la tradition romaine, s'effondre et l'Italie entre dans une longue période de déclin politique et économique. Même si le royaume ostrogoth a été relativement éphémère, son impact sur l'histoire de l'Europe est quand même considérable. Théodoric le Grand incarne l'idéal d'un roi barbare, capable de gouverner avec sagesse, en s'inspirant des institutions romaines. Son règne symbolise une tentative de maintenir une continuité entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, en cherchant à préserver et à adapter les traditions romaines dans un monde barbare en permanente mutation. L'héritage de ce royaume se manifeste également dans la préservation, je l'ai dit, des textes classiques, notamment grâce à Boèce et Cassiodore. Leurs efforts pour traduire, pour copier les œuvres philosophiques grecques et latines vont avoir un impact durable, tout simplement, sur la transmission du savoir antique vers l'Europe médiévale. C'est un pont considérable. En plus, la politique de tolérance religieuse et l'intégration des lois romaines et ostrogothiques dans l'administration du royaume vont démontrer que les royaumes barbares ne se contentaient pas de conquérir, mais cherchaient bien à bâtir des sociétés stables et intégrées. Et dans ce sens, le royaume ostrogoth préfigure en fait la complexité de la civilisation médiévale, où la fusion des traditions romaines et germaniques va façonner l'Europe pour les siècles à venir. Alors, même si le royaume a disparu sous les coups de l'Empire byzantin, il reste une tentative significative quand même de maintenir cet héritage. Alors, j'ai dit 2-3 fois que j'allais revenir sur l'arianisme. C'est quoi l'arianisme ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important quand on veut comprendre les royaumes barbares et ce qui s'est passé. Le conflit entre l'arianisme et le christianisme. D'abord, je vais revenir sur l'arianisme. L'arianisme, avec un I, encore une fois, c'est une doctrine chrétienne développée au début du IVe siècle par le prêtre Arius qui contestait la nature divine du Christ. Selon cette doctrine, le Christ n'est pas coéternel avec Dieu le Père, mais plutôt une créature créée par Dieu, ce qui implique une hiérarchie dans la nature divine. Attention, ça se complique. Cette conception s'oppose à la doctrine de la Trinité, qui affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont coéternels et consubstantiels. C'est une véritable dispute théologique, disputatio, c'est-à-dire discussion, débat, vous voyez, qui a conduit à de vraies controverses au sein de l'Église chrétienne. Ça a culminé au concile de Nicée en 325 où l'arianisme a été officiellement condamné. Mais malgré ce rejet, l'arianisme, c'est pas parce qu'il est condamné que l'arianisme s'arrête du jour au lendemain. Il a continué à se répandre, en particulier parmi certains groupes barbares, dont les Visigoths. Et beaucoup de ces peuples, en raison de leur histoire de contact avec l'Empire romain, ont adopté l'arianisme souvent en parallèle avec des éléments culturels et sociaux qui sont propres à leur identité ethnique. Les Visigoths, sous la direction d'Alaric et de ses successeurs, vont donc adopter l'arianisme comme doctrine chrétienne, ce qui pose un défi majeur dans un contexte où la majorité de la population gallo-romaine est catholique. Leur choix d'arianisme est à la fois une affirmation de leur identité en tant que peuple barbare distinct des Romains et une réponse à la nécessité d'une doctrine unificatrice pour leur royaume. Malgré tout, cette décision, comme je l'ai dit, va créer des tensions avec la population locale qui perçoit les Visigoths non seulement comme des conquérants, mais aussi comme des hérétiques. Et c'est ce qui va entraîner des difficultés significatives dans la gouvernance du royaume wisigoth, par exemple. Même s'ils sont une minorité, ils dominent des régions où la population romaine est majoritairement catholique. Elle est résignée à vivre malgré tout sous le règne des Visigoths, elle n'a pas le choix. Les tensions religieuses
vont exacerber les divisions ethniques et culturelles. On n'est pas comme aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ça rend plus difficile l'administration d'un royaume déjà fragile sur le plan politique. Les catholiques, tout en reconnaissant l'autorité des rois wisigoths, ne manquent pas de faire valoir leur position et de contester la légitimité de l'autorité gothique. Et ces tensions religieuses vont se traduire par des conflits internes et une instabilité politique permanente. Au fur et à mesure que le royaume s'étend, que les tensions augmentent, les Wisigoths se rendent compte que l'arianisme, loin de les unir, est en train de devenir un véritable facteur de division. Et vous avez des factions pro-ariennes et pro-catholiques qui apparaissent, chacun cherchant à influencer la politique du royaume. C'est particulièrement visible au moment des conciles locaux où des représentants des deux camps vont s'affronter pour obtenir le soutien du roi et des nobles. On appellerait ça aujourd'hui du lobbying. L'arianisme est également perçu comme un obstacle à l'intégration des Wisigoths dans le monde chrétien plus large. Alors que les rois wisigoths essayent de se légitimer auprès des populations locales, leur adhésion à l'arianisme entrave tout simplement les efforts pour unifier le royaume sous une seule foi chrétienne. Les nobles gallo-romains, les élites religieuses catholiques, c'est-à-dire les évêques, restent méfiants. Plus que ça, puisque il y en a même qui sont déportés. Ça limite évidemment les possibilités d'une coopération véritable entre les deux cultures. Je parle de déportation, je peux parler aussi de conversion forcée, je peux aussi parler, parce que là encore, tout n'est pas rose dans ces moments-là, un petit peu comme la convivencia en Espagne, c'est exactement la même chose ici. Vous avez véritablement une implication forte de l'arianisme qui veut à tout prix devenir la religion fondamentale. Et donc certains prêtres sont déportés, certains évêques sont déportés. Et c'est pour ça que les évêques font appel à Clovis. Et on ne peut comprendre l'intervention de Clovis et des Francs si on ne comprend pas cette lutte entre le catholicisme et l'arianisme. La conversion au catholicisme de Récarède Ier en 589, dont j'ai parlé tout à l'heure, va marquer donc un tournant décisif parce qu'en abandonnant l'arianisme, il cherche donc, on comprend mieux, à unir son royaume sous une seule foi, facilitant l'intégration des Wisigoths. Il n'a plus le choix. Et malgré cette conversion, les conséquences de l'arianisme en général vont continuer d'influencer le royaume wisigoth. La lutte pour l'unité religieuse a mis en lumière la nécessité d'un gouvernement fort, d'une légitimité chrétienne qui s'appuie sur les fondements communs. La division religieuse, les tensions internes, les luttes de pouvoir qui en ont résulté ont laissé des traces dans l'organisation politique du royaume, même après la transition vers le catholicisme. Et c'est là qu'on voit la victoire du catholicisme. Et l'histoire du royaume wisigoth, marquée par cet arianisme, révèle une dynamique assez complexe entre religion et politique, où les choix théologiques ont des répercussions profondes sur la structure sociale et l'identité d'un peuple. Ce processus d'intégration, même s'il est conflictuel, a malgré tout quand même posé les jalons d'une Europe médiévale marquée par la diversité religieuse et culturelle dès le départ. Alors quand on parle, on va laisser un peu la religion de côté, quand on pense au royaume barbare d'Occident, les images qui viennent évidemment à l'esprit sont les batailles, les conquêtes, les grandes migrations. Pourtant, au-delà des rois, des guerriers, des batailles épiques et des conquêtes, il y avait quand même aussi la vie quotidienne. C'est une vie marquée par des changements profonds, mais aussi par une étonnante continuité avec les traditions romaines, surtout dans les domaines de la société, de l'économie et de la culture. Une véritable société hiérarchisée en fait. La vie quotidienne dans les royaumes barbares est marquée par une structure sociale rigide et hiérarchisée. Au sommet, on trouvait les rois, évidemment, entourés de leur suite, comitatus, composés de nobles et de guerriers. Ces hommes étaient liés par des serments de loyauté au roi et leur prestige se mesurait à la capacité de se distinguer dans les combats et de protéger leurs terres. Et oui, ce qui va donner plus tard la féodalité. Les nobles, souvent propriétaires de vastes domaines, étaient les intermédiaires entre le roi et le reste de la population. Ils jouent un rôle crucial dans l'administration des territoires et la collecte de quoi ? Des impôts. Juste en dessous des notables, il y a les guerriers, des hommes libres qui jouent un rôle clé dans la défense du royaume et dans les campagnes militaires. La guerre quand même est omniprésente dans la vie de ces royaumes et le prestige social dépend largement des capacités guerrières. D'ailleurs, on ne gouverne que par la guerre, que par la victoire, le sol invictus qui vient aussi des Romains.
s'il n'y a plus de victoire, le roi est dégagé. En général, il est balancé du pavois, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire jeté hors du bouclier sur lequel il est. Ça, c'est une image traditionnelle. En gros, il est déposé, tout simplement. Les jeunes hommes cherchent à entrer, eux, au service d'un chef pour acquérir des terres, du butin et surtout du prestige. Ensuite, on trouve les hommes libres qui composent une grande partie de la population. Ils sont agriculteurs, artisans, commerçants, ils vivent de leur travail, ils peuvent posséder des terres, mais dans pas mal de cas, ils sont subordonnés aux nobles qui exercent une autorité locale. Au bas de la société, il y a les esclaves, ou les serfs déjà. Les royaumes barbares, tout comme l'Empire romain avant eux, utilisaient largement les esclaves dans l'agriculture et les travaux domestiques. Malgré tout, au fil du temps, l'esclavage va diminuer progressivement pour laisser place à une forme de dépendance féodale, plus typique du Moyen-Âge. Les serfs étaient techniquement libres, mais ils travaillaient sous la protection d'un seigneur et ils étaient souvent attachés à la terre qu'ils cultivaient. On a fait 6 émissions sur l'esclavage, je pense que vous avez de quoi faire, notamment l'esclavage au Moyen-Âge. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.